Le podcast AWS en français, cette semaine nous parlons de retail et de sport avec Decathlon et la migration full cloud de Decathlon. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler retail, on va parler sport, quelque chose que je connais moins bien que le cloud, on va dire, côté personnel, avec l'histoire de Decathlon qui a migré 100% de son infrastructure vers le cloud, avec Sébastien Lecoq qui est mon invité aujourd'hui. Sébastien, merci d'être là. Tu es Senior Engineering Manager. Tu fais quoi chez Decathlon ? Eh bien, bonjour Sébastien, je suis Senior Engineering Manager infrastructure et sécurité chez Decathlon. Donc, qu'est-ce que je fais au quotidien ? Eh bien, j'anime des équipes sur la partie infra et sécurité et également je prends part aux décisions techniques et aux stratégies techniques. Et ton scope, c'est les magasins de retail, c'est quelle partie de l'informatique de Decathlon ? Oui, alors le scope, c'est ce qu'on appelle le cross-commerce chez nous. Donc c'est la filière retail classique magasin et la filière digital e-commerce. Donc ça regroupe toutes ces applications qui sont très utiles à nos coéquipiers en magasin et également toutes les applications qui sont en frontal du e-commerce. Ah ouais, donc toutes les applications internes que les gens dans les magasins utilisent, mais aussi l'application que moi je vois quand j'achète quelque chose en ligne, voire l'application mobile, ça fait partie aussi. Oui. Et l'infrastructure back-end qui supporte ces applications. Exactement. Mondialement. Oui, c'est pas mal. Exactement. Oui, c'est un scope intéressant. Alors, Decathlon, tout le monde connaît en France en tout cas, ou dans les pays limitrophes, où la plupart des gens qui écoutent le podcast AWS en français nous écoutent. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, ou même pour ouvrir les yeux sur ce que c'est Decathlon à l'international, parce qu'on connaît les magasins près de chez nous, mais c'est beaucoup plus que ça, Decathlon. Oui, alors Decathlon, ça a été créé fin des années 70, 1976. Decathlon a bien évolué. On est présent maintenant dans plus de 70 pays en termes de retail. On est près de 2000 magasins. 2000 magasins. 2000 magasins. Et d'ailleurs, je fais des petits coucous à éventuellement des francophones qui nous écoutent d'Afrique et Canada, qui sont des régions sur lesquelles on veut se développer et on est apprécié de nos clients utilisateurs en fait dans ces régions du monde. Donc en fait, nous, je rappelle, Decathlon, c'est un concepteur d'articles de sport et également un retailer. Donc on vend dans nos magasins, on vend également sur nos sites e-commerce, mais également de plus en plus, on va aller vers d'autres canaux de vente. En tout cas, je voulais rappeler ici aujourd'hui, Sébastien, notre moteur tous les matins. Finalement, on vient chez Decathlon. Pourquoi ? Mais en fait, Decathlon, c'est uniquement rendre accessible durablement les plaisirs et les bienfaits du sport au plus grand nombre. C'est tout simple. Et en fait, ce qui nous anime au quotidien, c'est bien ça. Et donc, au plus grand nombre, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Des produits techniques. Donc, on n'est pas là pour proposer autre chose que du sport. Donc, on reste. Notre focus, c'est bien sur le sport. Du sport au sens large, la rando, exactement. etc. Oui, j'étais réducteur en disant retail parce que vous faites beaucoup plus que du retail. Vous concevez beaucoup de produits que vous vendez aussi. Vous avez vos propres marques. Je pense au vélo Between ici. Van Rysel, Between. Ça se voit pas, mais on est au Between Village de Decathlon pour enregistrer ce podcast. Donc, il y a vraiment un aspect innovation également. C'est pas uniquement, il n'y a aucun mal à être que retailer, mais vous êtes beaucoup plus que retailer. Et je crois qu'on partage un ADN commun avec Amazon aussi, c'est l'obsession du client et la satisfaction du client. Voilà, exactement, Sébastien. Le client doit être satisfait ou satisfait chez nous. Donc, on n'a pas d'option. Il n'y a pas d'option en fait. Voilà, donc c'est important qu'on innove parce que le client a des problématiques et donc on doit innover sur les problématiques de nos clients utilisateurs. Donc c'est important d'innover et puis on doit proposer la meilleure expérience. Donc on est effectivement retailer classique, mais on va plutôt parler de plus en plus d'expérience. On doit accompagner le client sur la totalité de son expérience sportive. Et donc on va l'accompagner sur la fourniture de produits, donc avec de l'innovation, mais aussi une expérience, des services complémentaires qu'on doit offrir à travers nos canaux classiques digitaux, en magasin, également via notre marketplace, qu'on a déployé maintenant depuis quelques mois et qui fonctionne très très bien, avec des très beaux partenariats. Alors avec toutes ces activités de recherche et développement produits, de vente retail, de vente en ligne, de marketplace,
ça fait un paquet de contraintes sur votre système informatique, au sens large, vos systèmes informatiques, je devrais dire. Quelles sont ces contraintes spécifiques à vos métiers? Déjà, la chaîne supply est très impactée par rapport à tout ça, hein, évidemment, puisqu'on avait l'habitude de vendre nos propres produits, etc. Là, avec de marketplace, c'est différent, donc des multiples fournisseurs. Hein, voilà, pareil dans la gestion de nos entrepôts, ça impacte. Donc effectivement, là, c'est un exemple précis, Sébastien, sur l'impact que ça peut avoir sur nos SI, l'ouverture à d'autres, comment on intègre éventuellement des SI partenaires. Il y a des impacts à tous les niveaux. En tout cas, les décathloniens nous en demandent de plus en plus sur le SI, et le plus rapidement possible, il faut fournir des infrastructures, il faut fournir des réponses, parce qu'on a des business cases qui sont très, très intéressants, demandés par les décathloniens en interne, qui vont servir un business en particulier. Ça peut être la seconde vie. Actuellement, on parle beaucoup de green, de sustainability, etc. Mais la seconde vie, il faut que ça se déploie, il faut que ça avance bien et rapidement, en fait, qu'on montre aussi notre engagement sur l'impact environnemental. Hein. Tu sais qu'on vend des produits, voilà, donc il faut qu'ils soient bien sûr éco-conçus le plus possible. Mais après, il y a toute cette chaîne de réutilisation, et tout ça, ça a un impact sur le SI. Comment on réintègre des articles dans le SI, des articles qu'on a déjà vendus, par exemple. Et ça vient en plus des challenges habituels, je veux dire, de disponibilité, de scalabilité à l'échelle où vous opérez. 2000 magasins dans le monde, c'est du 24/24, 7 jours sur 7. On ne peut pas arrêter un système, et puis les magasins doivent tourner, les caisses, les gestions de stock, la paye, je suppose. Voilà. Toutes ces fonctions également support doivent tourner, évidemment. J'allais dire comme avant, mais c'est pas le bon mot. Mieux qu'avant. Voilà. Donc on essaie de s'améliorer sur ce plan-là également. Ouais. Alors, quelle architecture, quelle stratégie cloud, et pourquoi avoir choisi le cloud et le cloud AWS en particulier? C'est une question bateau. Commençons par la stratégie. Alors, la stratégie, depuis maintenant 2010, à peu près 2010-2011, on utilise du cloud, et on s'est posé la question autour de l'année 2017 sur notre utilisation du cloud. On avait une utilisation autour de 20-25% du cloud. C'était intéressant, mais on commençait à avoir des problématiques de type on a nos propres data centers, on opère 4 data centers, on a des équipes qui s'occupent du réseau, par exemple, des serveurs en data center, des VM en data center, et puis on avait aussi des équipes qui étaient complètement focalisées sur le cloud. Et là, on avait une problématique finalement de choix. Est-ce qu'on continuait long terme sur cette stratégie hybride, hybride, on-prem, plus une partie dans le cloud. Exactement. Où on faisait un choix finalement stratégique pour l'entreprise. Pour les compétences également, parce que les compétences pour manager, c'est pas du tout la même chose de manager sur du cloud et du on-premise. Donc en 2017, on a fait un choix stratégique sponsorisé par la DSI. Et donc on s'est dit, on y va, on lance un programme de transformation 100% cloud en 2017. La première chose qu'on a fait, c'est de se dire quand est-ce qu'on va finir, hein, parce qu'un programme, je rappelle, ça a un début et une fin. C'est très important. Donc on s'est dit, on va dans les 6 premiers mois, donc on était mi-2017, on va dans les 6 premiers mois essayer de se baseliner, se mettre une date de fin, un challenge. Et on s'est dit à fin 2020, à un moment donné, on s'est dit à fin 2020, on va atteindre le 100% cloud. Et donc pour ça, on a décidé de migrer nos infrastructures de nos propres data centers, nos 4 data centers, donc un en propre qu'on opérait, et 3 autres sur lesquels on avait nos propres infras, mais on n'était pas dans nos bâtiments. D'accord ? Donc 4 data centers, comment les fermer ? À la fin, on aura réussi le programme si on a fermé nos 4 data centers et on a pu migrer l'ensemble de nos applications dans le cloud. Donc on a utilisé une stratégie, on va dire 4 approches chez Decathlon. Le cloud chez Decathlon, c'est SaaS first. Donc si on a un produit, une fonction qui est disponible en SaaS, bah, on va l'utiliser. Donc y compris chez AWS, ou tu parles en dehors d'AWS? Non, ça peut être un fournisseur, par exemple, je sais pas, de dématérialisation, traitement de factures ou autre. Okay. Voilà, ça peut être tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle la stratégie repurchase chez nous. La stratégie qu'on a utilisée, la deuxième approche qu'on a utilisée, la plus
la plus importante, finalement majoritaire, c'est le lift and shift optimisé. Et j'insiste, Sébastien, sur l'optimisé, parce que le lift and shift, ça peut paraître old school. On prend l'on-premise et on migre dans le cloud. Exactement, c'est le transpalette, on a 3 VM, on remet les 3 VM ISO identiques avec le même OS, etc. C'est quoi optimiser alors ? Alors voilà, parce qu'on pourrait me dire, merci Sébastien, t'es bien gentil. Alors on connaît tous les avantages du cloud, hein, je ne les répète pas ici, l'agilité, donc on a fait le programme non pas, et on en reparlera peut-être Sébastien, non pas pour uniquement une seule raison, mais pour plein de raisons, d'agilité, de rapidité, de coût aussi, d'utilisation de services innovants. Et donc je ne voulais pas utiliser le mot lift and shift tout seul. Donc optimiser, ça veut dire qu'on va migrer l'infrastructure, on ne va pas changer l'application, on ne va pas la transformer, la containeriser. En revanche, on va revoir la charge applicative, on va choisir le bon serveur, peut-être qu'on va regrouper des services sur un serveur, etc. Donc on va optimiser. Et ça, on l'a fait pour chaque application, et avec un objectif de au moins être ISO coût, à minima, et si possible, évidemment, optimiser les coûts. Optimiser, ça veut dire aussi passer sur des services managés là où ils sont disponibles plutôt que gérer vous-même une base de données, c'est passer sur RDS, ça fait partie de... Tout à fait, okay. Tout à fait. C'est ce que les clients font souvent en 2 phases. Souvent on voit une phase de lift and shift d'abord, et puis il faut le dire clairement, parfois avec des mauvaises surprises côté coût, ça coûte beaucoup. Et donc il vient très vite la phase d'optimisation, de consolidation comme tu as dit, de passer à des services managés. Donc là vous avez fait les deux. Les deux, c'est ce que j'appelle l'optimiser, le lift and shift optimisé. C'est la majorité. La troisième approche, c'est l'approche microservices, donc où là on va redévelopper l'application. Ça c'est fait pour une bonne partie des applications. En même temps que la migration ou comme une phase après la migration ? En même temps, on migre, on reconstruit la plateforme. Voilà, pour certaines applications, on reconstruit l'application de manière conteneurisée avec du Kubernetes, notamment managé, et on en profite. Voilà. Comment vous avez fait vos choix ? Comment vous choisissez quelles sont les applications qui vont être lift and shift optimisées versus celles qui vont être réécrites, rehost ? Alors, c'est une question d'opportunité, d'ancienneté de l'application, de l'âge de l'application. Il y a des applications personne, il faut savoir Sébastien qu'il y a certaines applications personne veut y toucher, voulait y toucher parce que je connais ça, très très anciennes. Donc ça s'est fait plutôt par opportunité. Des applications qui étaient assez jeunes et donc récentes dans le SI, donc elles ont pu être migrées assez facilement parce qu'il y a une bonne connaissance des équipes. À migrer aussi. Et comment vous avez choisi l'ordre ? Je suppose qu'on migre les applications par grappe avec des dépendances. C'est pas, à moins d'avoir un très très bon réseau entre le on-prem et le cloud. Comment on fait un project plan ? On commence par faire un inventaire de son SI, une cartographie avec les dépendances, etc. Et puis on y va petit serveur par petit serveur. Exactement. Alors moi j'ai traité, j'avais une partie de l'équipe qui s'occupait des problématiques techniques à la migration et j'avais une partie de l'équipe en animation de chef de projet côté application. Mais j'ai jamais voulu établir une hiérarchie sur les priorisations et donc j'ai laissé au départ pendant à peu près une petite année chacun migrer à son rythme et nous présenter un plan projet de migration. Et là, on gérait les dépendances, les problématiques techniques. Ça, c'était sur la première année, on va dire, voilà, pendant une petite année. Et ensuite, après, on a géré les priorités en fonction des contraintes qu'on commençait à rencontrer, bien sûr, parce qu'on savait qu'on allait rencontrer plein de contraintes. On pourra en parler tout à l'heure. On a eu plein de contraintes. Et du coup, là, on a commencé à se dire, là, il y a un ordre de priorisation à avoir. Voilà. Mais par contre, il y a eu des belles expériences, des belles histoires à des applications qu'on dit moi je vais dans le cloud, je vais optimiser, je vais me containeriser et puis j'en profite et voilà j'y suis. Et les applications, au bout de 6 mois après le démarrage du projet, dès la mi-2018, elles étaient migrées dans le cloud et depuis elles sont dans le cloud, voilà, elles étaient très en avance. Et donc il y a eu des belles histoires à ce niveau-là. Donc il y a eu bien sûr un listing, recensement de toutes les applications, de tous les serveurs en plus, parce que recenser les applications, c'est pas forcément les serveurs. Les serveurs, parfois, on a découvert beaucoup de choses après sur un serveur, et j'en parlerai. Il y a une différence entre ce qu'on voit sur le data center. Voilà, avec nos petits yeux, là, le câblage, il y a des serveurs là, ce qu'on voit dans les architectures virtualisées, voilà ce qu'on voit comme serveur up, et parfois ce que nous disent les responsables d'application. Donc parfois on se dit tiens c'est bizarre, il y a plus de serveurs que ce qu'on nous dit, donc quelque part il y a une incompréhension. On a dû réconcilier tout ça au fur et à mesure du projet bien sûr. Très brièvement du Shadow IT aussi, des choses qui étaient tout à fait pas visibles, c'est un sujet qui revient souvent. Alors Shadow IT bien sûr on en a eu et on en aura encore un peu, voilà, donc je vais dire voilà, mais en tout cas sur nos data centers c'est plus difficile. C'est plus difficile quand même. Ce qu'on a découvert sur nos data centers, c'est parfois des serveurs qui étaient cannibalisés par d'autres
C'est-à-dire qu'un responsable d'application finance, par exemple, pensait que sur son serveur, il n'y avait que son application finance. Mais non, il y en a 3 autres. Et finalement, par des opportunités, il y a quelques années, il y a eu 2-3 petits scripts qui tournent la nuit, mais qui sont très importants pour le business. Et voilà, on a découvert ce chose-là, donc des gens qui cannibalisaient les serveurs des autres, soit dit en passant, sans avoir la facture, donc ça c'est intéressant. Et en parallèle de ces équipes qui migrent chacun leur application finalement, je suppose qu'il y a une couche, enfin en parallèle ou en transversal plutôt, il y a une couche d'accompagnement, de base, de fondation d'architecture. Je pense au réseau, je pense à la sécurité, comment on gère les comptes, comment on gère les permissions. Là, il y a un support transversal à donner à toutes ces équipes. Alors là, on avait une cellule d'architecture qui accompagnait nos utilisateurs et les responsables d'application à la migration. Donc ils étaient accompagnés par une cellule d'architecture qui avait une connaissance, bien sûr, des grands principes d'architecture, que ça soit chez AWS ou d'autres cloud providers, mais voilà, ça c'est important d'avoir cette cellule d'accompagnement. Aussi pour la montée en compétences, il y a eu bien sûr un plan de formation des équipes Ops, des équipes Dev également, sur les nouvelles technologies cloud. Donc il y a eu tout ce onboarding qui a été fait et accompagné par cette cellule d'architecture. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure des années passant, les équipes étaient de plus en plus formées, voire parfois avaient plus de connaissances spécifiques sur leur domaine. Et ça c'était top en fait. Voilà, au début, forcément le démarrage il est difficile, mais on voit les avancées. Ce qui est bien dans ce type de programme, c'est qu'on voit les avancées des équipes également, on voit les utilisateurs, les informaticiens en interne se faire plaisir après dans le cloud. Au début, comme tout, c'est tout nouveau, donc il faut faire quelques efforts à la formation. Alors on va spoiler la fin avant de parler des challenges. C'est fini, il n'y a plus de data center Decathlon. Oui, tout à fait, on va spoiler la fin, Sébastien. Il n'y a plus de data center Decathlon à ce jour, donc nous sommes full cloud, il n'y a plus de data center Decathlon. Soit on est full cloud pour l'ensemble de nos applications, soit pour les AS400, on va parler des AS400 qui pose problème évidemment, parce que là on n'a pas d'offre cloud qui tient la route, je vais dire. Voilà, c'est ça. On n'a pas d'offre qui tient la route. On peut avoir des offres par-ci par-là, mais on a utilisé des services managés où on a maintenant une infrastructure qui est encore plus managée en externe. Voilà. Mais on a encore besoin de nos AS400, mais qu'on va réécrire. On réécrira au fur et à mesure des années les programmes, mais c'est pas encore arrêté. Donc 4 data centers fermés, migrés vers le cloud en 4 ans. Voilà, exactement. Un data center par an, c'est le. Alors ils allaient par paire, donc mais je suis plutôt content qu'on était arrivé à fermer surtout en priorité les data centers Asie. Ça a été une très belle réussite des équipes Asie parce qu'elles en ont mis un coup, comme on dit, et donc ça c'est top parce que elles ont montré finalement une direction qu'on savait faire, on savait déprovisionner, on savait aussi redonner, revendre notre matériel aux brokers, donc au niveau engagement durable, etc. Ils se sont investis et ils nous ont montré un peu la direction également sur cet aspect-là. Oui, il n'y a pas que l'aspect informatique de migrer des applications, enfin tout ce qui est monitoring, etc., d'assimiler la facturation. Et après, il y a quand même 4 murs, il y a des factures de courant, d'électricité, enfin d'air conditioning, il y a des serveurs dont vous devez vous débarrasser après, revendre les murs, revendre les serveurs, tout ça. Tout à fait. On ne peut pas fermer et dire au revoir, les clés, on les ferme. Évidemment, il y a sur des data centers en propre, on va avoir du gasoil, on va avoir. C'est bête comme chou, mais par contre, il faut s'occuper de tout ça. Quand on a un data center en propre, il faut s'occuper de tout ce qui est pollution, comment on arrête la haute tension, comment on sécurise un site aussi quand on l'a fermé. Donc ça, c'est aussi important. Des aspects intéressants qui me passent loin au-dessus de la tête quand on parle informatique et cloud, mais qui sont la réalité. Fermer un data center, c'est pas juste fermer le dernier tour de clé sur la porte et éteindre la lumière en partant. C'était valable chez Decathlon aussi d'ailleurs. Les gens, une fois que tout le monde avait migré ses services dans le cloud, c'est bien, le data center, on n'a plus qu'à le fermer. Mais oui, mais il faut s'occuper maintenant de déprovisionner. Qu'est-ce qu'on fait des machines qui sont sur le data center? Qu'est-ce qu'on en fait? On les met sur le trottoir? Non, ça pas du tout. Ça doit rentrer dans un cycle de recyclage. Donc là, on va valoriser au mieux le matériel, valoriser au mieux pour qu'il soit réutilisé dans une filière, valoriser aussi pour le programme, pour Decathlon, pour récupérer également de l'argent de ces matériels. Ça me fait penser aux friches industrielles. J'habite dans un quartier où il y a de grosses friches industrielles du siècle passé. Et effectivement, il faut en refaire quelque chose d'autre. Et il faut accompagner le démantèlement également. Alors Sébastien, j'ai cité les approches, SAS, Lift and Shift, Riost, et une dernière,
alors ça c'est pas la majorité, mais il y a aussi ce qu'on a appelé le retire, c'est-à-dire des applications où on s'est rendu compte que finalement des petites choses, des serveurs qui servaient à rien du tout. Et donc on les a arrêtés, on en a profité. Ou de se dire tant qu'à faire on va pas migrer, on va transformer un bout du service, on va le faire hoster ailleurs par une autre application et on va arrêter l'application initiale. Et ça, on a eu ce cas-là aussi. Ça veut dire que vous avez réduit votre périmètre applicatif. Je suppose que c'est marginal. Ouais, c'est marginal, mais ça existe. C'est ça qu'il faut dire, ça existe. Voilà, chaque fois que une anecdote qu'on a discuté ensemble, sur laquelle on a discuté ensemble, Sébastien, tous les 2 ans, sur un de mes data centers tier 2, je faisais une coupure électrique, une maintenance électrique, et je réallumais toutes les machines, sauf une cinquantaine. Et 50 machines, finalement, ça perturbait pas le SI, donc on se rendait compte qu'à chaque fois, il y avait des machines qui étaient peu ou pas du tout utilisées. Voilà, donc on a eu ce cas-là aussi. Ce qui est inévitable sur 50 ans de vie, et d'avoir construit des choses avec des gens qui viennent, qui partent, des documentations qui se perdent. À un moment, on se dit, tiens, ce serveur, exactement. Qui est-ce qui l'utilise, quelle application tourne dessus. J'ai vécu ça dans une autre vie, dans des banques aussi. Tu as parlé des challenges pour cette migration. On a parlé des AS400. Il y a un programme de migration AWS qui vient de sortir, mais c'est tout récent, c'est au mois de novembre, il n'était pas encore là. Et de toute façon, c'est du replatforming ou de la réécriture. On n'a pas d'AS400 dans le cloud et a priori, de ce que je sais, il n'y a pas de plan pour en avoir non plus. Et quels étaient les principaux challenges au niveau technique pour cette migration ? Ouais, alors je vais en citer quelques-uns. Sébastien, bien sûr, j'ai une longue liste. En 4 ans, il y a une longue liste, mais on va en citer quelques-uns. D'abord, la performance des liens réseau durant la phase de migration. Des applications qui étaient donc on-premise, qui devaient discuter avec des applications qui étaient à distance, en mode multi-cloud. Donc ça a été une phase de transition pendant laquelle on a bien souffert. Dimensionnement des liens, parfois des protocoles qui n'avaient pas l'habitude de passer sur du WAN, sur lesquels il a fallu transformer le protocole. Par exemple des protocoles de partage de connexion locales qui se faisaient localement avec des performances très importantes. On a dû changer avec des protocoles plus standards, WAN, où on ne va pas partager une connexion, partager un espace commun. On va être sur du dialogue WAN classique, des échanges qui, on va dire, supportent cette latence en fait finalement. Mais ça, c'est un prérequis à la migration. C'est même pas une phase de migration. Vous devez avoir votre fondation réseau avant de commencer à migrer le reste. Ouais, alors la fondation réseau, le dimensionnement réseau, tout ce qui est interconnexion, ça on avait. En revanche, derrière, on savait qu'il y a des machines qui étaient proches, je parle par exemple des AS400, proches de notre SAP par exemple, et il a fallu changer de protocole à un moment donné, et donc passer sur des protocoles qui supportent plus de latence. Et ça, on a dû faire des tests. C'était pas sûr, c'était vraiment des challenges à relever en fait finalement. Donc on y est arrivé, mais on a mis pratiquement une phase de test de 10 mois par exemple. Sur cet exemple-là, sur cet exemple-là. Ouais. Et tu as dit un truc en passant, et je voudrais revenir un tout petit peu dessus, parce que tu as dit multi-cloud également. Donc c'était du réseau entre vos data centers on-prem, les bâtiments comme les bureaux où nous sommes ici aujourd'hui, et les cloud providers. Donc c'est pas un cloud provider, c'est plusieurs, et tout ça doit se parler. Donc en termes d'adressage IP, en termes de lien VPN, oui. On parle vraiment de ce genre de configuration. On parle de ce genre de configuration complexe, à tel point qu'on en a fait un projet qui a un nom de code interne dit COD, Connectivity on Demand, qui avait pour but également de sortir la gestion du backbone réseau des cloud providers, afin qu'on puisse avoir une meilleure connectivité entre les cloud providers. Le backbone ne pouvait plus être sur nos data centers, puisqu'on le fermait, et on ne souhaitait pas non plus que le backbone réseau de Decathlon soit localisé sur celui d'AWS ou sur un autre. Pas parce que AWS n'est pas un partenaire, de loin de là, on est un partenaire depuis 2010, mais on souhaitait avoir une indépendance de ce backbone réseau, et c'est ce qu'on a fait. Et donc c'est un opérateur réseau alors qui exactement, c'est un opérateur réseau qui vient gérer toute cette partie-là. Et ça c'est important aussi pour nous dans le cadre du projet, parce qu'on a eu cette phase de transition qui a été longue. À un moment donné, on avait une partie des applications d'un côté, une partie de l'autre. Donc ça a été un des challenges. Ouais. À t'écouter parler, si je comprends bien, vous n'avez pas fait ça en waterfall en attendant que le réseau soit prêt avant de commencer le reste. C'est un projet qui a évolué. C'était un des projets de migration en parallèle avec les autres. Je pense que toutes les applications n'ont pas les mêmes besoins réseau. Non, voilà, c'est ça. C'était un projet en parallèle du projet.
Donc réseau, c'était un des challenges. Alors réseau challenge, évidemment, je parlais de protocole, de machines qui avaient l'habitude de dialoguer sur du LAN, qui ont dû dialoguer sur du WAN, donc potentiellement changer de protocole. Bien sûr, on a parlé du multi-cloud challenge, compétences, montée en compétences. Ok, c'est essentiellement ça. J'allais dire, c'est quoi le challenge du multi-cloud? C'est les compétences. Montée en compétences, voilà, les équipes, voilà, quand elles maîtrisent bien un cloud provider, en maîtriser un deuxième, bah, c'est un challenge. Donc bah, ça, on le savait. Et pourquoi multi-cloud? Parce que c'est une question que tu peux nous poser, Sébastien, évidemment, c'est qu'on pose souvent, c'est pourquoi multi-cloud? Bah, en fait, tout simplement parce que parfois on a des contraintes locales, donc là il n'y a pas photo. On va parler de pays. Voilà, oui, vous êtes dans un pays. Voilà, des pays un peu difficiles. Qui obligent d'utiliser. On va citer la Chine, par exemple. Voilà. Mais aussi, on peut avoir d'autres éléments en fait qui nous font choisir un cloud. Et on va citer par exemple un élément, une fonctionnalité. On va prendre la meilleure fonctionnalité qui est disponible à l'instant T chez le fournisseur X de cloud. Et donc on va prendre cette fonctionnalité là. Donc ça c'est un élément important. Ça, c'est plutôt pour les nouvelles applications. Pour de la c'est des services, aussi. Donc c'est des services. On va se dire ce service-là, il est intéressant, on va le prendre plutôt chez XYZ, chez AWS, voilà, parce qu'il rend le service, parce que AWS par exemple a l'expérience sur ce service, donc on va le prendre en fait. Donc voilà, comme ça. Donc géographie, service. Je suppose qu'il y a d'autres raisons de choisir. Le coût, parfois, non. Le coût rentre sur des gros appels d'offres, effectivement. On va prendre une partie, je sais pas, on va gérer une partie du SI, finance, ou je sais pas. On fait un appel d'offres, plein d'instances, plein de services, et là, effectivement, le coût va rentrer en compte. Mais sur ce genre de considération, en effet. Et peut-être la dépendance, pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Exactement. Alors ça, le dernier point, le lock-in. Donc le lock-in... qui est un lock-in plus financier, opportuniste que technique, parce que techniquement, on peut toujours sortir. Oui, exactement. Donc j'appelle lock-in, mais c'est peut-être pas forcément le bon mot, mais c'est de l'adhérence. Voilà, l'adhérence. on va se dire que peut-être on va vouloir opérer sur plusieurs clouds pour pouvoir avoir à un moment donné le choix. La connectivité, on va la maintenir. Donc si on maintient la connectivité quelque part, on la paye. Donc du coup, on va héberger encore des applications. Il y a des applications qui veulent aussi rester sur un cloud. Par exemple, elles n'ont aucune opportunité de basculer d'un cloud à l'autre. On va pas commencer à faire chez Decathlon de la bascule d'un cloud à l'autre en permanence. Voilà, juste parce que voilà, ça c'est pas possible. Donc on maintient, voilà, on est multi-cloud, mais on n'est pas tous les clouds. C'est ça que je voulais dire aussi, Sébastien. On n'est pas tous les clouds. On choisit 2 ou 3. Enfin, on a des majors. Voilà, c'est ça. De cœur et puis par pays. Probablement, Sébastien. Quelque chose comme ça. Et puis, je reviens avec mon concept de grappe d'application. Je suppose que vous n'allez pas mettre un SAP chez un et la base de données du SAP dans l'autre. Non, par contre, on peut très bien imaginer d'avoir une partie des SAP à un endroit et d'autres modules SAP à un autre. Bien sûr, pas décorréler la base des serveurs d'application, évidemment, mais par contre, on peut imaginer ça dans d'autres régions du monde. Donc, voilà, les scénarios sont possibles. Maintenant, c'est souvent... il y a aussi des raisons de performance. Des raisons de performance. Quel est le meilleur cloud performant au plus proche de nos utilisateurs? Ça aussi, c'est... la proximité. La proximité. Il faut savoir qu'on a commencé à opérer du SAP à l'époque en 2015, par exemple, pour couvrir l'Inde, sur un module warehouse management, on n'a pas de data center local, on l'a couvert depuis Singapour sur AWS par exemple. Donc voilà, pour des raisons de performance, on n'allait pas l'opérer depuis l'Europe par exemple. De latence. Donc on a parlé de la S400, on a parlé du réseau, on parle de SAP là maintenant. Quels sont les challenges à migrer du SAP? Les challenges à migrer du SAP, essentiellement les performances des machines, avoir des machines performantes, voilà, costauds. Du coup, ça va un peu en opposition au concept cloud SAP. Puisque le concept cloud, c'est je me développe, petite machine, je scale. Scale horizontalement, tandis que SAP c'est plutôt le monolithique vertical. Avec un scale vertical. Plusieurs téradrames. Mais c'est la nature de l'application, la manière dont elle est faite. Donc c'est comme ça, et je pense que les fournisseurs de cloud ont bien compris et proposent ce type de machine, chez vous, chez AWS notamment. J'ai pas le nom des machines en tête. On propose des machines... 48 Tera. On peut monter très haut, donc c'était un challenge quand même, parce que SAP, pour citer l'exemple de SAP, bien sûr, on doit respecter des benches, et les machines doivent être certifiées.
Donc on ne peut pas choisir non plus. C'est-à-dire que les machines doivent être certifiées dans le catalogue, par SAP, dans le catalogue d'AWS ou d'autres cloud providers. Il faut prendre telle instance et telle instance parce qu'on les a certifiées. On parlait de bases de données aussi. Vous avez des bases de données traditionnelles à migrer. Est-ce que ça a posé un challenge? Est-ce que la migration des données est particulièrement sensible? Non, ça a pas. On n'a pas eu besoin d'utiliser du Snowball ou du Snowmobile, encore mieux. Encore mieux. J'aurais bien vu le camion AWS venir. Mais non, tout s'est fait à travers le réseau, bien sûr. Je pense par exemple à la problématique d'archivage légal. Vraiment beaucoup de data à conserver, puisque c'est du légal. On a dû migrer ça en plusieurs semaines. Donc il a fallu un réseau robuste. Je remercie les équipes réseau d'ailleurs pour ça. Et on a tenu le coup et on a pu migrer toutes nos datas légales sur des buckets warm, en mode warm. Donc voilà. Donc on n'a pas eu besoin. Ça n'a pas été un gros challenge. Parfois on s'est dit le réseau, il ne faut pas que ça tombe là. Mais on a utilisé des protocoles de reprise, etc. Donc ça s'est bien passé. Et donc vous avez tout transféré par réseau. Par réseau. Tu as une idée du volume? Non, je ne peux pas dire des pétas de données. Des pétards par réseau. Oui, des pétards, bien sûr. Et pourquoi justement ce choix réseau par rapport à la famille Snow? Donc je rappelle, la famille Snow, c'est des devices que vous pouvez commander, on vous les envoie, vous les mettez sur votre réseau local, vous les chargez, ils sont plein de disques durs, vous les renvoyez par la poste, enfin j'exagère, par UPS, FedEx, etc. Et puis vous les remettez, nous on les remet dans le cloud pour vous. Parce que ça s'est pas fait déjà en 4 ans. En fait, ça s'est fait en 4 ans, pardon. Donc on n'avait pas à un moment donné une énorme vague là à migrer. Et donc ça s'est fait en 4 ans et on anticipait les migrations de plusieurs mois, semaines. Donc on se permettait d'être à niveau en termes de transfert de data. Donc on avait le temps, mais il fallait démarrer bien avant les transferts de data. Et ça s'est fait par le réseau. Et je reviens aux bases de données, Data Migration Tool et du run en parallèle avec les bases de données on-prem et pour les bases de données que vous ne pouviez pas arrêter, pour lesquelles il ne peut pas y avoir un cut-off. Ouais, on a souvent fait des cut-offs quand même pour les bases de données qu'on pouvait arrêter quand même pour resynchroniser tout ça, etc. Donc on a eu quand même des fenêtres de migration. Nos utilisateurs ont compris les challenges et les opportunités qu'offrait le cloud et donc nous ont autorisé, ou en tout cas on a réussi à négocier avec eux des créneaux de nuit, de week-end. Oui, bien sûr. Ça c'est l'infrastructure, c'est aussi des nuits et des week-ends, ça il faut le savoir. Pour les personnes qui candidateraient chez nous. D'ailleurs, j'en profite, Sébastien, j'en profite à chaque fois, petite pause, de dire qu'on a des postes ouverts sur la partie Ops notamment. On a des belles opportunités en infrastructure et en sécurité. En remote ou sur des villes spécifiques? Essentiellement, alors c'est pas du full remote. Chez Decathlon, dans notre ADN, il y a le partage. Comme on fait aujourd'hui ce matin, comme tu vois les équipes ici, évidemment il y a le partage, donc le partage en équipe, et donc on est sur un rythme de télétravail de 2 jours de télétravail par semaine. Si le collaborateur en a besoin, il peut être tout à fait on-site s'il souhaite. Et on a décidé d'ouvrir des opportunités sur Paris maintenant, Lyon et Nantes. D'accord. En plus, bien sûr, de la région lilloise. Et Nantes et la région de Lille. Voilà. Exactement. Je mettrai les liens vers le site recrutement dans les notes du podcast. Sébastien. Alors toujours dans les challenges, on a eu le Covid. Alors on a eu le Covid, on a rencontré le Covid bizarrement, donc il a fallu changement complet de rythme d'activité, magasin fermé pendant plusieurs mois. Voilà, et là la différence par rapport à chez vous, chez Amazon, on a des magasins du physique, etc. L'expérience client elle est importante. Nos utilisateurs nous plébiscitent pour l'expérience qu'ils vivent en magasin aussi, donc on a dû les fermer pour une bonne partie dans de nombreux pays. Et ça a été une problématique de priorisation pour les programmes informatiques. Pourquoi le programme Full Cloud doit maintenir sa priorisation. Et donc, il a fallu... on a été rechallengé, remontrer le plan programme, les opportunités, les avantages, et les inconvénients aussi à décaler. Et donc, on a vécu ça dans le Covid, pendant le Covid. Ça a été une étape aussi importante du programme pour maintenir nos délais. Pendant la keynote du Summit Paris, il y avait Stéphane Janin qui occupe une position relativement similaire à la tienne chez The Fork, qui disait pour nous ça a été une opportunité justement. On a profité de ce relâchement d'activité, puisque eux c'est la réservation de restaurants, donc ils étaient un peu dans le même cas que vous, plus rien du jour au lendemain, pour justement accélérer notre migration cloud. Est-ce que vous avez vu la même chose? Est-ce que vous l'avez vu comme une opportunité? Je dirais pas qu'on a vu ça comme une opportunité, parce qu'on avait des effectifs quand même qui étaient réduits.
Et donc c'est un peu quand même différent. On avait beaucoup de gens qui manquaient à l'appel. Et donc ça, c'était plutôt un challenge de se dire, est-ce qu'on va reprioriser les équipes? Elles étaient toutes priorisées sur le run, hein, évidemment. Pour maintenir à minima l'activité de l'entreprise. Et l'activité en ligne, de toute façon, qui ne s'est pas arrêtée. Bien sûr. Mais par contre, toute l'activité projet, elle a été challengée. Donc, je dirais que ça n'a pas été une opportunité, mais la direction générale, la DSI, nous a permis à bien compris, elle avait déjà en tête, mais bien compris que ces avantages et qu'on devait maintenir notre quart d'heure d'avance, comme on appelle chez Decathlon. C'est important de garder ce quart d'heure d'avance et donc d'aller rapidement à la migration full cloud, parce qu'elle savait que c'était quand même une problématique pour nous d'être en hybride avec du on-premise encore pour les équipes, et pour ensuite, à la fin de cette période Covid, parce que on imaginait que ça allait se terminer, cette période Covid, on allait pouvoir accélérer et et conserver cet avantage de migration. Et donc accélérer l'aspect agile et ne pas traîner cet aspect hybride trop longtemps derrière ça. Et donc il y a un dernier point, c'était un dernier défi que je voulais vous communiquer aujourd'hui, c'était l'optimisme des équipes sur les délais. Alors ça, on en a parlé tout à l'heure. L'optimisme. Nous, chez Decathlon, on a un esprit de défi. Vous êtes des sportifs. Si tu me mets au défi, Sébastien, on va essayer de remplir ce que tu nous demandes, de répondre à ce que tu nous demandes. En revanche, sur un programme avec 350 applications, je peux parler du nom, mais c'est vrai que c'est 350 applications, c'était près de 5000 serveurs, à un moment donné, ça coince. Et il y a eu beaucoup d'optimisme, des évaluations parfois de charge un petit peu légères, on se disait ça va passer. Et je cite souvent le lièvre et la tortue, la fable de Jean de La Fontaine, c'est on a eu des gens qui se sont dit on a 4 ans pour migrer, pas de problème, ça va le faire, même mon application, elle sera même peut-être plus là à la fin de la migration. Eh bien, ça s'est pas passé du tout pour certains comme ça, ça se passe jamais comme ça. Et donc, on a dû quand même serrer la vis et on a eu une forte pression d'accélération à la fin, parce qu'on voulait maintenir le délai, c'était important pour tous les avantages qu'on a cités, etc. Mais c'était important de redire aux équipes, voilà, leur engagement c'était ceci, et donc il fallait répondre aux engagements. Donc il y a eu quand même à la fin une pression finale sur les derniers quelques serveurs, quand il reste sur le data center qu'on a migré 4950 serveurs et qu'il en reste 50, on a un petit peu une pression pour terminer, parce que le data center, il faut maintenir, comme tu disais, le cooling, les contrats, l'électricité, etc. Donc voilà. Donc c'était l'optimisme. Et malgré cet optimisme, vous avez terminé à temps, ou c'est le genre de projet qui on a 3 mois de délai. 3 mois de délai. 3 mois sur 4 ans, ça va. Oui, 3 mois quand même. Mais c'est 3 mois quand même. Ce que je veux dire, c'est important pour une gestion de projet ou de programme de bien regarder dans le rétroviseur, de bien faire des post-mortem, de bien se redire ce qui a marché ou pas marché dans le projet. Donc il ne faut pas cacher non plus le fait que on a eu du décalage, on a mis des équipes sous pression aussi. Parce que ça aussi, c'est une problématique. On peut se dire, on est arrivé, mais les équipes sont à terre. Et ça, c'est pas ce que j'aime, moi, dans la gestion de projet. Et donc, on a eu 3 mois de retard, ce qui est faible. 3 mois avec la crise Covid aussi. Avec la crise Covid, etc. Tout à fait imprévisible, non planifiable. Voilà, donc on s'est dit, allez, on a 3 mois, c'est bien, mais par contre, pourquoi quand même on a 3 mois et donc on a quand même noté un certain nombre de points à améliorer pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. Alors pour la prochaine fois, on va pas revenir on-premise, etc. Mais bon voilà. Mais c'était important de t'exposer ça, Sébastien, parce que je sais que t'es friand de tous les à côté. Ouais. Et ça, c'est à côté d'anecdotes d'optimisme des équipes. Bon, on le voit, je pense, dans tout projet, mais moi je l'ai vu parce qu'il y en avait 350 des applications à migrer. Donc c'est pas une histoire d'une application. Il y a eu beaucoup d'applications. Il y en a d'autres qui se sont dit on migre tout de suite, on saisit l'opportunité. J'ai exposé tout à l'heure. Mais aussi on a eu d'autres applications qui ont dit mais bon, le cloud c'est pas pour nous tout de suite et on va attendre. Et finalement, elles ont été sous pression à la fin. Et moi j'engage chaque semaine des points 2 fois par semaine avec les dernières applications, avec des difficultés. Donc ça c'est un peu embêtant quand tu relances 2 fois par semaine avec le top management avec toi. C'est pas ce que j'aime faire finalement. C'est pas la plus belle chose dans la gestion de projet. Moi je souhaite que ça se passe bien et que les gens sont contents et soient pas sous pression à la fin. En tout cas, moi j'ai tout mis en œuvre pour afficher les délais dès le début. Et avec les équipes, les accompagnements avec les architectes, etc., j'ai tout mis à disposition. Et finalement, on a eu quand même quelques applications qui étaient vraiment borderline à la fin. Il a fallu donc les accompagner.
Mais voilà, c'était le plus dur. Mais c'est un retour très important parce qu'il n'y a pas que la technologie. Dans la technologie et dans le cloud, il y a tous ces aspects à côté, et tous les hommes et les femmes qui font ces projets. Tu as parlé de formation tout à l'heure, de gestion de projet. Ce sont des éléments critiques au succès de ce type de projet également. Un autre élément non technique dont j'aimerais bien parler avant de parler plutôt vision du futur pour conclure, mais un dernier élément non technique, c'est l'aspect coût. Puisqu'on parle de lift and shift, souvent les clients qui font du lift and shift nous disent oui, mais ça coûte cher, il faut commencer à optimiser, voire à faire du développement natif dans le cloud pour bénéficier. Est-ce que le coût était un de vos facteurs premiers de migration, ou est-ce que ça a été avec le reste qui est l'agilité, la scalabilité, la disponibilité dont on a parlé avant? Bref, parlons du FinOps. Alors, effectivement, les coûts, c'est un élément important. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette partie-là. Bien sûr, ça faisait partie des bénéfices du projet. Donc ça, c'était important. C'était une des raisons. C'est une des raisons. Le coût, mais le coût futur, j'allais te dire. Le coût futur, les gains qu'on va pouvoir générer. Oui, donc, pas les coûts pendant les 4 années de migration. Pendant la migration, on a engagé des actions de formation, on a engagé effectivement des contractualisations avec plusieurs fournisseurs, donc des consultants. Donc forcément, ça a eu un coût. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'à minima, on soit à ISO coût quand on migre une application on-premise vers le cloud. Ça a été le cas. Là, je peux dire que j'ai pas eu à gérer des cas avec des difficultés énormes où on a multiplié le coût de l'application. Donc ça, c'est un point super important. Et on a eu des belles histoires. On a eu des belles histoires sur les performances, mais on a eu des belles histoires sur les coûts, avec parfois des réductions sur un replatforming, etc., jusqu'à 70%. Ah oui, des surprises. On va dire le best, voilà, le meilleur cas en fait que je peux te citer, c'est 70% d'économie sur une application. C'est pas le cas général. Faut pas retenir ça de ma présentation. C'est plutôt le ISO coût, mais avec des opportunités. Donc ça, c'était important. Pour être à ISO coût, il faut pas avoir cette charge d'amortissement qui vous tient quand vous avez la gestion de vos data centers. Parce que quand vous gérez vos data centers, derrière, vous avez des serveurs à acheter, du câblage, du réseau, des éléments de bâtiment, des groupes électrogènes, des onduleurs, des batteries d'onduleurs qu'il faut changer, il ne faut pas l'oublier, comme ça, batterie de voiture. Et tout ça, ça rentre dans le coût. Donc, il faut regarder son projet sur le long terme. Nous, on le regardait sur 4 ans. Donc, évidemment, tout de suite, on s'est dit, on ne va plus acheter de nouveaux matériels, on va utiliser nos contrats de maintenance, on va faire attention à ce qu'on achète, et on va surtout donc diminuer et attendre au fur et à mesure que nos amortissements tombent. Parce que sinon, il y a une montagne d'amortissements à solder dans un projet comme ça, et ça, c'est impossible à accepter de la direction financière. Parce que du coup, ils payent les deux, ils payent à la fois le data center et à la fois le cloud. Et c'est surtout à la fin, parce qu'on peut se dire, on garde nos serveurs jusqu'à la fin, mais à la fin, quand on ferme, comptablement, on doit solder nos amortissements. Comptablement, voilà, on n'utilise plus tel matériel, on doit le solder. Quand on a acheté une batterie de serveur il y a 1 an, et la durée d'amortissement c'est 4, et finalement, au bout d'1 an, on migre sur le cloud, et bien on a 3 ans d'amortissement à solder immédiatement. Pas dans 5 ans, tout de suite. Et ça, c'est un coût comptable. Et quand je discute beaucoup avec des gens qui veulent aborder cette migration full cloud, ou 80% dans le cloud, ou pas forcément 100%, mais 80% dans le cloud, je leur dis toujours, quel est votre niveau actuel? Quels sont vos amortissements? Vous avez une vue sur votre matériel, il est neuf, vous êtes sur un data center, vous l'avez fait construire, votre câblage, il est récent, parce qu'un câblage, ça peut monter jusqu'à 10 ans, 15 ans, d'accord? Vos murs, pire, 20 ans, ou vos serveurs, 4-5 ans. Si vous avez tout ça en neuf, c'est sûr que vous allez prendre une claque parce que votre matériel est neuf. Donc ça, il faut vraiment bien regarder les amortissements, et ça, c'est quelque chose que nous, on a anticipé chez Decathlon dès le début. On s'est dit, on a regardé nos amortissements, et puis on s'est dit, là, on va pas on va pas changer le réseau. Peut-être qu'on aurait changé, en temps habituel, le cœur de réseau du data center. On l'a pas fait. Et donc, parfois, on a poussé un peu loin les maintenances, on a changé peut-être d'un mainteneur pour un autre qui garantissait une durée plus longue de maintenance sur du matériel, etc. Donc il y a eu, bien sûr, tout ça géré administrativement, contractuellement, avec nos leaders de négociation, ici chez Decathlon, les personnes qui nous accompagnent avec les fournisseurs. Service achat, tu veux dire les gens qui négocient les contrats. Évidemment. Il y a eu, quand est-ce qu'on arrête les contrats? Quand est-ce qu'on
on a des belles opportunités sur les contrats. Bien sûr, on a eu quand même des flops, je trouve, où parfois des fournisseurs n'arrivaient pas à prolonger d'1 an le contrat de maintenance et nous obligeaient à acheter du matériel. Ça a été pour moi un crève-cœur. Ça, bien sûr, ça n'a pas été dans la majorité des cas, mais j'ai 1 ou 2 cas en tête sur du stockage où on a dû racheter du matériel qu'on a arrêté quelques mois après. Au niveau de l'environnement, c'est pas bien, mais on a fait tout ce qu'on pouvait pour prolonger les contrats de maintenance. On n'y était pas arrivé. Donc c'est important. C'est sur le parti coût d'avoir en tête ces amortissements quand on a ses propres infrastructures. Le solde des amortissements, c'est important. Et au niveau du projet, au niveau des coûts, comme je dis, ISO, on devait rester ISO et avec des belles opportunités. Et là maintenant que c'est fini, vous avez cette visibilité. Oui, on a cette visibilité. ISO budget par rapport oui, ISO budget, d'autant plus qu'on a vendu récemment notre data center en propre, qu'on n'avait pas prévu dans le plan projet, puisqu'on louait finalement ce data center à l'immobilier Decathlon. Donc nous, à IT, on n'avait pas dans notre projet cette revente de data center, et on l'a revendu. Donc c'est un plus, c'est un bonus, ce qui montre aussi que nos data centers étaient probablement bien entretenus, en tout cas j'espère. En tout cas. Vous avez maintenant votre infrastructure multi-cloud, vous êtes sans data center on-prem. Comment envisage le futur? Maintenant que vous avez mis le pied et tout le reste du corps dans l'eau, qu'elle est bonne, comment on accélère? Alors on accélère bien sûr en transformant nos applications en mode microservice, en utilisant également des services managés. On sent cette volonté des équipes d'aller de plus en plus vers des services managés pour tout ce qui est tâches à valeur ajoutée faible et se concentrer finalement sur l'application, le code, métier. Voilà le métier. Voilà, faire des belles applications utiles pour nos utilisateurs, voilà, donc se connecter, voilà, à offrir une meilleure expérience utilisateur. Et c'est pas forcément avec le cloud, c'est pas forcément en manageant des clusters Kubernetes à bas niveau, etc. C'est donc patcher des machines. Patcher des machines, c'est important, la sécurité. Oui, mais quelqu'un peut le faire pour vous. Exactement, quelqu'un peut le faire pour nous. Il y a 2 approches pour ça. Il y a l'approche, toutes les nouvelles applications sont dites modernes et donc je les développe sur des nouveaux paradigmes de développement, de déploiement cloud. Et puis il y a la réécriture d'applications existantes. Vous choisissez lequel? Ou les deux, peut-être, ça dépend des applications. Oui, alors on va pas forcément réécrire l'application un pour un, donc on va en profiter pour créer une nouvelle application moderne et embarquer des fonctionnalités et en fait déprovisionner certaines fonctionnalités des applications anciennes en fait. Donc on va pas redévelopper l'application entièrement, on va dispatcher des fonctionnalités d'applications anciennes dans des nouvelles applications. FinOps également, on parlait coûts, vous exposez les coûts aux différents owners des applications et donc ils sont conscients de combien ils coûtent. Tout à fait. Alors le FinOps, c'est un job qui a été géré pratiquement dès le début du projet avec une montée en charge et une personne qui s'occupe de ça à plein temps avec son équipe. C'est un super boulot parce que il y a des économies partout avec du FinOps. Partout. Et dans le cloud, l'avantage par rapport à avant, c'est que dans on-premise, quand on achetait une machine, on l'avait achetée. Donc voilà, le coût était là, l'amortissement était là. Si on n'utilisait pas à sa pleine capacité, bah tant pis. Là, dans le cloud, on a l'opportunité, si on voit une dérive, si on voit une sous-utilisation d'une machine, d'un service, de l'arrêter, de diminuer sa performance, enfin en tout cas de réduire notre facture immédiatement. Donc voilà. À l'inverse, il y a un travers aussi qui consiste à dire il y a des ressources qui ne sont pas utilisées, on les paye dans le cloud, on les paye, on continue de les payer. Si on ne voit pas qu'elles sont sous-utilisées, on continue de les payer. Donc c'est pour ça que le service FinOps, il est super important dans le sens où il va fournir des dashboards aux équipes chez nous. Il va aussi proposer des modifications de configuration, mais aussi il va forcer parfois certains arrêts. Parce qu'à un moment donné, quand certaines équipes ne réagissent pas, il faut prendre les devants. C'est comme en sécurité. On dit une fois, deux fois, 3 fois, et après on va imposer. Voilà. Et ça, c'est aussi important. Donc dans l'avenir, il y a le FinOps. Et aussi, je pense que ça rejoint un peu, parce que c'est financier, il y a aussi du financier là-dedans. Il y a tous ces aspects green.
J'allais y venir, mais c'est une très bonne transition parce que souvent ce qui coûte moins cher consomme moins de CO2 aussi. Et donc est-ce que vous avez une approche GreenOps comme vous avez une approche FinOps, c'est-à-dire est-ce que vous responsabilisez les équipes sur les choix environnementaux qu'ils font? Oui, c'est vraiment un axe important et donc c'est pas un fake, c'est pas un axe que je vous en parle comme ça pour que ça fasse bien. Chez nous, chez Decathlon, les engagements durables sont hyper importants, au plus haut niveau d'ailleurs, de la direction générale chez nous, au niveau de nos produits, au niveau de nos services en magasin. Je parlais tout à l'heure de services qui vont permettre de réutiliser nos produits, etc. De l'économie circulaire, c'est très important. Au niveau IT, c'est aussi important avec le Green IT, avec une personne, et même plusieurs personnes qui sont nommées sur cette partie-là. Moi, le GreenOps, j'en fais un objectif de mon équipe. Pour te dire, Sébastien, c'est super important. Et je pense qu'on va animer plus finement nos utilisateurs en parlant de GreenOps, parce que parfois les utilisateurs ont le budget, parviennent à se payer les machines qui sous-consomment. Par contre, on n'a pas le budget de CO2, Sébastien. Il n'y a pas de budget CO2. Moi, je veux pas qu'on me dise j'ai le budget donc je consomme mon CO2. C'est pas possible, c'est inadmissible. Chacun doit faire le minimum. Voilà. Et donc on va animer là-dessus. Et donc là, je vais remercier maintenant un peu les cloud providers quand même parce que j'aimerais que ça aille encore plus loin parce que maintenant on a un affichage de l'équivalent CO2, de la consommation par service sur notre facture, etc. Donc on va pouvoir animer. Et c'est des nouveaux services, Sébastien. Et vous pouvez le décliner application par application. Maintenant, tel responsable d'application connaît sa consommation, là où quand c'était des data centers traditionnels, c'est peut-être plus difficile de ventiler à la fois les coûts et les consommations de CO2 au détail de chaque application. Oui, alors effectivement, nous on agissait sur le data center traditionnel, on a comparé dans le programme cloud, on a comparé le PUE, donc le Power Usage Effectiveness, qui finalement est un rapport entre la consommation totale du data center et la consommation IT. Voilà. Nous, ce rapport était à peu près de 1,8. Tu as une idée de l'industrie en général? Enfin, cette industrie-là, IT, on est à combien? 1,8, vous étiez dans la moyenne, au-dessus, en dessous? On était dans une moyenne, on était dans le ventre mou, on était dans la moyenne. Moyenne. En revanche, on sait que les cloud providers, dont c'est le métier d'opérer des data centers, avec efficience, on est sur des PUE entre 1,1 et 1,2. Donc une efficience de l'utilisation de l'énergie bien meilleure que la nôtre en fait. Mais tout comme la sécurité, c'est un modèle de responsabilité partagée parce que nous avons notre responsabilité à fournir l'infrastructure qui ne consomme pas beaucoup, à amener de l'électricité verte, à être efficace dans la réutilisation de l'eau, mais vous avez, et je pense aux développeurs, aux DevOps là, vous avez un choix à faire également. Est-ce que je déploie sur un processeur x64 qui va consommer plein de watts ou un processeur ARM qui en consommera beaucoup moins? Est-ce que vous sensibilisez les équipes à l'individuel, aux développeurs, aux DevOps sur ces choix-là, ou prendre du serverless par exemple qui est plus efficace? À l'instant T, Sébastien, je peux pas te répondre positivement là-dessus. On a l'équipe FinOps qui génère déjà sur plein d'observations, qui réalise au quotidien beaucoup d'économies. On n'est pas encore, mais on va y aller jusqu'au niveau du développeur. Forcément, on devra y aller parce que il y aura plus que ce levier d'action. Une fois que si tu fais du serverless, que tu es sur un cloud provider, derrière tu as ton application. Il faut regarder ton application. Mais c'est déjà bien de le faire en FinOps. Comme je disais tout à l'heure, ce qui consomme moins de CO2 est également moins cher. Donc si vous optimisez pour les coûts, presque mécaniquement, vous allez optimiser pour le CO2 aussi. Ouais, presque mécaniquement. Tu as raison, à condition qu'effectivement on puisse se dire sur le FinOps, sur le GreenOps, pardon, on n'a pas le choix, on doit diminuer, on n'a pas de budget. Je reviens sur la notion budgétaire. En finance, j'ai un budget, je le respecte, je suis dans mon budget, ça se passe bien, mon patron va pas me taper sur la tête, par exemple. En green, je n'ai pas de budget, donc tout ce que j'opère, tout ce que je vais mettre en œuvre comme action, c'est positif pour l'entreprise, c'est positif pour la planète, c'est positif pour nos utilisateurs. Donc moi je souhaite qu'on manage de plus en plus dans cet axe green. C'est ce que j'allais dire, le budget c'est la planète Terre et on ne peut pas se permettre de gaspiller la moindre ressource à ce niveau-là. Quelle belle conclusion. Merci Sébastien au carré. Merci Sébastien aujourd'hui. Sébastien Lecoq, Senior Engineering Manager, responsable infra et sécurité du cross-commerce, c'est-à-dire du retail physique et online chez Decathlon, enregistré dans les bureaux de Decathlon, Between Village ici à Lille. Merci de m'avoir reçu dans vos bureaux également. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Rendez-vous
la semaine prochaine pour le prochain épisode qui parlera des nouveautés d'AWS des 2 dernières semaines. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.